C'est parti. Normalement, ça fonctionne. Alors, on va donc voir ensemble le système neurovégétatif, les applications thérapeutiques. Qu'est-ce que le système neurovégétatif? Avant toute chose, je n'ai rien inventé. Donc, je me suis inspiré de divers écrits, de diverses bibliographies. Et je voulais avant tout commencer par ça. Remercier Monsieur Jean-François Terramorci, ici de Verpinto, qui m'ont initié un peu au système neurovégétatif, ainsi que Vincent Sorin, donc pour ses cours d'ostéopathie fondamentale à l'école d'ostéopathie de Genève. Je vous ai également mis les références, avec l'ostéopathie structurelle également de Jean-François Terramorci, le livre de Roger Caparossi, et celui qui est très intéressant également d'Éric Marlien et de Claudine Géron et Marc, ainsi que quelques références autres que celles citées. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, je n'ai rien inventé sur le système neurovégétatif. J'ai tout simplement, au cours de mes études et au cours bien sûr de ma profession, essayé de synthétiser, d'essayer de mieux comprendre ce vaste domaine, car effectivement le système neurovégétatif est encore aujourd'hui quelque chose qui nous interpelle et quelque chose qui paraît encore un peu flou. On parle beaucoup au conditionnel. Vous allez voir tout le long de cet exposé, j'utilise beaucoup le conditionnel, car encore aujourd'hui, tout n'a pas été trouvé. Il reste encore des zones sombres par rapport à ces systèmes neurovégétatifs. On peut voir certaines études sortir et être tout de suite remises un petit peu au bout du jour, et puis on les contredit, elles sont dites et contredites. Donc les vérités d'aujourd'hui ne sont pas forcément celles de demain. Donc voilà, je vais beaucoup parler au conditionnel par rapport à ce système neurovégétatif, et je tiens donc dans un premier temps à remercier mes enseignants et également certains auteurs de livres. Alors on verra également, il y a d'autres bibliographies qui apparaîtront tout au long de l'exposé, et à chaque fois je ferai référence donc à ceux qui m'ont inspiré. Dans un contexte, enfin dans une explication un peu générale, le système ortho et parasympathique, qu'on appelle aussi sympathique, parasympathique et sympathique, est un ensemble d'équilibre, un ensemble complémentaire et un ensemble opposé. Ce schéma nous montre bien un système de balance, un système d'équilibre autour d'un point, avec le parasympathique qui serait plutôt le système de repos, le système un peu apaisant, le système qui fonctionne un peu au ralenti, et le système orthosympathique, appelé aussi sympathique, avec plutôt le système de la mise en marche, le système de l'excitation et le système plutôt de la veille. Voilà, ces deux systèmes vont s'opposer, vont s'équilibrer et vont fonctionner tout à fait de façon complémentaire et autonome. Avant d'attaquer le système neurovégétatif proprement dit, nous allons développer d'abord certains aspects de l'homme et de son environnement. Effectivement, l'homme dans son environnement, c'est un système, l'homme va être décrit comme un ensemble de systèmes qui fonctionnent ensemble avec bien sûr des relations qui vont être intersystémiques. Donc on voit par exemple, comme l'exemple sur ce schéma, les organes digestifs, les organes pelviens, le bassin, la hanche, le genou, le pied. Un phénomène qui va s'exprimer ici au niveau du pied va être quelque part la conséquence de diverses perturbations systémiques entre eux. Ça peut être tout simplement une expression métamérique en présence des organes digestifs, une expression également métamérique en présence des organes pelviens, des relations mécaniques avec le pied et la hanche, et voire aussi bien sûr des relations dites neurologiques, tout un dermatome tout simplement, en provenance de L3. Donc on a comme ceci tout un ensemble de régulations intersystémiques qui nous composent. Alors, ça peut être bien plus complexe que l'exemple montré sur les phénomènes lésionnels du genou. Ça peut venir de beaucoup plus haut. Et il nous paraît intéressant, effectivement, nous, dans notre pratique quotidienne de l'ostéopathie, d'analyser ces différents liens, ces différentes relations, en partance donc du phénomène lésionnel, et d'essayer de remonter par ces liens méca-neurovasculaires à une certaine causalité, effectivement, de la plainte. Dans l'ostéopathie, on cherche toujours à trouver la cause primaire,
vous savez très bien que c'est très complexe à trouver, on n'est jamais véritablement primaire, mais il paraît évident que l'analyse de ces liens nous permet de mieux comprendre les phénomènes lésionnels d'une articulation, d'un viscère, d'un organe, du crâne, etc., en tout cas d'un système. Et on sait très bien que la maladie dite, elle est plurifactorielle, c'est-à-dire qu'elle va venir de plusieurs systèmes, de plusieurs générateurs. Il va nous falloir, en tant qu'ostéopathe, aller chercher ces différents générateurs pour trouver une solution à la plainte du patient. Cet ensemble intersystémique, bien sûr, va créer un équilibre, va créer aussi un métabolisme qu'on appelle tout simplement l'homéostasie. L'homéostasie, ça va être la maintenance donc, de ces paramètres physico-chimiques. Ça va être également, bien sûr, la maintenance d'une certaine stabilité dans le milieu intérieur par rapport donc à une certaine condition de vie. Ça va donc être quelque part notre système qui va permettre de nous équilibrer de l'intérieur par rapport à l'extérieur. La vie de l'intérieur par rapport à la vie de l'extérieur. On voit ici donc, ce que je viens de vous énoncer, ces différentes variables de régulation, avec l'humain qui est au milieu, donc l'homme qui est au milieu, avec ses différentes variables de régulation internes, attaquées de toutes parts par des variables de régulation du milieu. Il va donc y avoir un équilibre entre les variables de milieu et les variables de régulation. C'est tout simplement ce qu'on va appeler la santé. La santé, c'est savoir s'adapter au monde extérieur, c'est savoir s'adapter aux différentes contraintes, c'est savoir s'adapter aux différentes émotions. Ces variables de milieu peuvent être bien sûr négatives, mais aussi positives. On ne va pas parler que dans la négation. Il peut y avoir des émotions bonnes, des mauvaises émotions. Il peut y avoir des bonnes stimulations mécaniques, des bonnes stimulations métaboliques, des bonnes stimulations alimentaires, etc. Et à contrario, il peut y avoir parfois des périodes un peu plus mauvaises, des grosses contraintes mécaniques, des surcharges émotionnelles, des surcharges alimentaires qui va faire que notre système va pouvoir ou pas s'adapter donc à ces différentes variables de milieu. On fait donc partie d'un système. Les Chinois appellent ça le microcosme dans le macrocosme, un système, enfin la médecine chinoise, pas forcément les Chinois, mais la médecine chinoise appelle ça donc le microcosme dans le macrocosme, avec tout ce système d'équilibration par rapport au monde extérieur. C'est très important de comprendre justement cet ensemble, parce que quand on prend un patient en charge, on s'attache souvent à une anamnèse parfois un peu rébarbative, une anamnèse qui est un petit peu parfois trop stéréotypée, et on ne prend pas forcément en considération l'homme et son environnement. Dans quel environnement vit-il? Comment se situe-t-il par rapport à son état familial, ses composantes familiales, ses composantes de travail, le stress qui l'entoure. Et effectivement, toutes ces notions de stress vont contribuer à créer une sorte de régulation de milieu négative qui va entraîner bien sûr un bouleversement métabolique et un bouleversement de ces fameuses variables de régulation intersystémiques. Dans les variables de régulation intersystémique, nous allons retrouver des relations que vous connaissez très bien, des relations dites mécaniques, faites ici en vert, neurologiques, voilà, en bleu, et rouge, donc dites neurovégétatives ou neurovasculaires. On verra plus tard qu'effectivement, surtout le système orthosympathique qui fait une certaine balance entre la vie de relation et la vie interne, ça c'est ce qu'on va appeler nos variables de régulation extrasystémiques. Donc intrasystémiques, pardon. Variables de régulation intrasystémiques. Au-delà de ça, on va retrouver des variables de régulation extrasystémiques. Ces variables de régulation extrasystémiques, comme vous le savez, elles sont hors de nos systèmes. Hors de nos systèmes dits sains, nos systèmes métaboliques, mécaniques, neurologiques et neurovasculaires, neurovégétatifs. C'est la grande variable de régulation que vous connaissez, c'est bien sûr la variable de régulation psychologique. On va retrouver, voilà, ici, comme ceci. Okay ? Le psy va influencer notre organisme, le psy va influencer ces différentes variables de régulation. Et si on veut faire une certaine équation, un certain résumé, la santé, alors je vais vous le dessiner, donc,
la santé est égale à une équation qui dit que les variables de régulation intersystémique plus les variables de régulation extrasystémique sur les variables de milieu. C'est ma définition de la santé. Okay, c'est-à-dire que quelque part, quand un patient ne consulte pas, quand il n'a pas de plainte particulière, on pourrait concevoir que ces variables de régulation intersystémique plus ces variables de régulation extrasystémique s'adaptent aux variables du milieu. Il est en adéquation entre son milieu intérieur et son milieu extérieur. Il est tout simplement en équilibre. Le jour où la santé commence à diminuer, le jour où il commence à y avoir de la plainte, okay, et ben, automatiquement, il va y avoir ici une variable qui va se modifier. Ça peut être la variable de milieu qui augmente. Effectivement, hein, on demande à la personne d'augmenter ses contraintes, d'augmenter sa vie, hein, c'est-à-dire de travailler plus, de fournir plus. Alors, ça peut être, si je prends l'exemple d'un sportif, la préparation d'une compétition, tout simplement. Si je parle de quelqu'un qui va travailler, par exemple, dans le bâtiment, eh ben, c'est de faire des extras, des heures supplémentaires, d'aller plus loin, d'aller plus fort, de récupérer du temps de travail, d'augmenter ses capacités physiques. Ça peut être tout simplement aussi une augmentation de ces variables de régulation extrasystémique, c'est-à-dire une augmentation du psy, donc bouleversement un peu sur le milieu de travail, bouleversements familiaux, décès, perturbations X ou Y. Alors, on est en plein dedans en ce moment avec ce Covid hein, qu'on vit. Hein. On ne va pas dire qu'on vient de vivre parce qu'on continue de le vivre, ce fameux virus. Et automatiquement, vous avez pu remarquer que à la reprise des cabinets, hein, quand on a repris le boulot, bon, j'ai interrogé un petit peu tous les ostéos que je côtoie autour de moi, à l'école, etc. Finalement, on s'aperçoit que les cabinets n'ont pas diminué, les patients n'ont pas diminué et que bien au contraire, on a même retrouvé une augmentation de la patientèle après le Covid, tout simplement parce que, après ce confinement, tout simplement parce que effectivement la constante psy hein, avait quand même pris pas mal de poids. Il n'y a pas que ça, il y a aussi la constante métabolique alimentaire hein, qui a été modifiée, puisque pendant tout le confinement, le mode alimentaire a changé, parfois en bien, donc parfois en mal, avec un peu plus de sucreries, un peu plus de gâteaux, un peu plus de pâtisseries, et les statistiques le montrent, hein, effectivement, le confinement a eu un effet un peu négatif sur la qualité alimentaire. Certes, on s'est peut-être fourni un peu plus localement, ce qui est très bien, mais à contrario, on a augmenté un peu notre consommation de produits gras, de farine, d'œufs, de pâtes, de beurre, etc. Et aussi, bien sûr, notre consommation d'alcool. Donc voilà encore une variable extrasystémique qui a augmenté. Okay, ce qui fait que automatiquement, notre variable de régulation ici intersystémique, elle, si elle n'augmente pas, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? La santé va diminuer. Okay, donc on a comme ceci plusieurs variables à notre disposition. La variable de milieu, peut-on la changer? Non. Hein, on ne peut rien faire contre le milieu qui nous entoure. On ne peut rien faire contre la météo. On ne peut rien faire contre la charge de travail qui augmente, à part se mettre en grève. Mais on ne peut quelque part pas contrôler le milieu qui nous entoure. Peut-on améliorer notre psy, notre métabolisme, notre énergétique, etc. Oui, bien sûr, hein, on peut améliorer nos régulations extrasystémiques. J'ai tout juste envie de vous demander, est-ce réellement notre métier de vouloir faire de la psychologie, de vouloir faire de la nutrition, de vouloir faire de l'énergétique, de vouloir faire du magnétisme? Voilà, l'ostéopathie, c'est déjà un domaine très chargé, très complexe et très riche. On peut toujours, bien sûr, se former en psy, on peut toujours se former dans d'autres matières, hein, comme je vous l'ai dit, la nutrition, l'énergétique, l'acupuncture, voilà, ça c'est un fait, effectivement. Mais quelque part, notre rôle à nous, c'est surtout, bien sûr, d'aller modifier avant tout ces différentes variables de régulation intersystémique, car elles sont plus faciles d'atteindre, elles sont plus
à ne porter. Et vous verrez que dans la suite de l'exposé, je vous montrerai que tout compte fait, méca-neurovascule, c'est un petit peu ce qu'on fait tous les jours. Et on a justement, par rapport à ça, un tissu qui est adéquat et qui nous réussit très bien. Comme vous le verrez, on parlera beaucoup donc du tissu conjonctif. Alors, je vais effacer tout ça. Donc voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas, vous m'envoyez un message donc, via la conversation. On peut prendre parfois 2-3 minutes, bien sûr, pour répondre aux questions. Donc, on va continuer d'exposer sur ces différents domaines de régulation. Mais déjà, jusqu'à maintenant, est-ce que tout va bien? OK. Alors, on va donc continuer. Voilà, donc, comme je vous l'ai dit, on a toutes les structures des valves de régulation intersystémiques d'ordre mécanique. On va retrouver les os, les tendons, ligaments, muscles. Neurologiques, hein, donc le système nerveux central et périphérique. Neurovégétatif, donc c'est ce qu'on va étudier ensemble tout de suite après. Donc notre système neurovégétatif, donc responsable de la vascularisation et de toute la régulation organique. Je vous ai refait un peu un schéma. Donc, montrant un peu le mode d'installation des différents types de lésions qu'on va rencontrer. On voit ici donc l'interaction de ce qu'on appelle la variable d'état, c'est-à-dire la santé, okay, et quelque part à la sortie, hein, la symptomatique de la santé, ce qu'on appelle la variable de fonction. Okay. Donc cette variable d'état, cette fameuse santé, c'est-à-dire la somme de nos variables de régulation intersystémique plus la somme de nos variables de régulation extrasystémique, automatiquement, si elles sont à la baisse, vont automatiquement nous donner des variables de fonction à la baisse. Okay, on va, comme on dit, se retrouver dans le rouge. Quelqu'un qui n'a pas une bonne hygiène de vie, quelqu'un qui va dans l'hypersollicitation permanente, eh ben, il va obligatoirement avoir des symptômes, quels qu'ils soient. S'ils ne sont pas encore exprimés, ils s'exprimeront un jour ou l'autre. On va appeler ça donc l'hyperstimulation. Cette hyperstimulation, nous verrons qu'elle peut être d'ordre bien sûr spatial ou temporel, mais elle va automatiquement entraîner localement et bien sûr à distance des perturbations qui peuvent avoir une influence sur tout le corps humain. Si nos variables d'entrée sont correctes, c'est-à-dire que si on baigne dans un système équilibré, que ce soit dans une stimulation de nos variables de milieu mécanique, dans une stimulation de variables de milieu psychologique, émotionnel, métabolique, nutritionnel, et que notre variable d'état est à la baisse, c'est-à-dire qu'on prend un gros choc émotionnel, par exemple, et ben, automatiquement, le variable de sortie, le variable de fonction vont être aussi à la baisse. Tout simplement, l'exemple de quelqu'un qui a une bonne hygiène de vie, qui fait du sport, qui s'entretient, qui a une régulation, on va dire, de ces variables à la fois intersystémiques et extrasystémiques de façon, on va dire, optimisée. Il a l'impression de vivre dans l'équilibre. Eh ben, il suffit que sa variable d'état chute brutalement, donc pour qu'automatiquement sa variable de sortie va chuter brutalement. Qu'est-ce qui peut entraîner une chute brutale de sa variable d'état? Une modification de son hygiène de vie, ou alors, ce qui arrive souvent, un gros choc émotionnel. Un gros choc émotionnel, même si ces conditions externes n'ont pas forcément changé, va automatiquement avoir une influence sur sa variable de sortie. Rien n'a changé dans sa vie, en tout cas en ce qui concerne ses contraintes de travail, par exemple, ses contraintes mécaniques, ses contraintes de sport, etc. Il apprend un décès, il subit un gros choc émotionnel, automatiquement, ça va avoir une influence sur sa variable de sortie. A contrario, donc ça peut faire partie un peu de ce qu'on appelle le diagnostic d'exclusion. A contrario, il a une variable d'état équilibrée,
bonne hygiène de vie, etc. Pas de choc émotionnel, rien du tout. Il subit un traumatisme relativement important. À la sortie, on peut avoir deux possibilités. Soit ses capacités lui permettent de gérer ce traumatisme et il va avoir une sortie verte, c'est-à-dire une sortie équilibrée. Soit effectivement, le choc est beaucoup trop important. Il a beau avoir une variable d'état équilibrée, à la sortie, automatiquement, ça risque d'être fortement perturbé. Juste un exemple, quelqu'un voilà, qui a l'habitude un peu, je peux vous raconter une anecdote, hein, un patient donc, qui a une bonne hygiène de vie, maçon, qui a l'habitude de travailler dur, l'habitude de travailler dans des conditions climatiques un peu dures. Il fait une chute d'un toit, il téléphone un samedi pour juste quelques petites douleurs au poignet, et finalement, il se retrouve aux urgences avec polytraumatisme et polyfracture du poignet, et en particulier du scaphoïde. Alors que cliniquement, il n'y avait pas grand-chose, même pas d'œdème, pas de limitation d'amplitude, pas de diapason positif, rien qui pourrait quelque part annoncer cette fracture du scaphoïde, et pourtant, à la radio, on avait l'impression qu'il était vert, mais il était fortement dans le rouge. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, cette santé, quelque part, elle est très subjective, cette variable d'état est très subjective, et qu'il faut bien comprendre que notre métabolisme, notre homéostasie, notre fameux système nerveux végétatif, va répondre totalement différemment en fonction des individus par rapport, bien sûr, au monde qui l'entoure. La variable d'entrée peut être verte, la variable d'entrée peut être rouge, et en fonction de votre variable d'état, en fonction de comment va se comporter votre système neurovégétatif, et bien finalement, la symptomatologie peut être à la fois en sous-expression ou à l'inverse, en surexpression. Elle est rarement quelque part, rarement équilibrée. Et bien, tout ça est dû effectivement à la grande importance du système neurovégétatif dans notre métabolisme. On va parler maintenant donc de lésions tissulaires. Qu'est-ce que la lésion tissulaire? Effectivement, ce qui est important pour moi, c'est non pas la dysfonction, mais au contraire la restriction, et au contraire aller chercher la cause quelque part de cette perte de mobilité, cette perte de vie, et cette perte surtout des conditions tissulaires qui permettent justement l'équilibration et l'autorégulation. Comme je viens de vous l'expliquer, par rapport à la santé, on a une structure X, qui va subir diverses stimulations. On va retrouver donc une stimulation idéale à la structure avec une sortie idéale, une santé idéale. À l'entrée, c'est idéal. À la sortie, ça va être idéal. Ça, c'est complètement utopique. Ça n'existe quasiment jamais. On n'a jamais de stimulation idéale. On est toujours plus ou moins soit en hyperstimulation, soit en hypostimulation. Cette hyperstimulation, elle va être de deux ordres, soit spatiale, soit temporelle. Bien sûr, si elle est spatiale, elle peut être microspatiale, elle peut être aussi à l'inverse, macrospatiale, mais elle va générer des traumatismes. On peut faire plusieurs chutes répétées, plusieurs petits traumatismes répétés, et un jour ou l'autre, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, le microspatial va se transformer donc en macrospatial, et ça va nous amener à, par des exemples, des fractures de fatigue, etc. On va donc avoir de la rupture. Cette rupture, elle peut intervenir brutalement ou elle peut intervenir progressivement dans le temps. Le progressif dans le temps, c'est aussi le temporel, c'est l'usure, l'arthrose, tout simplement. L'arthrose, donc, qui va être un phénomène d'usure, un phénomène dégénératif. Ça peut être aussi une discopathie, ça peut être bien sûr l'hernie discale, ça peut être tout simplement des plaques d'athérome sur une carotide, des plaques d'athérome sur un coronaire. Ça s'installe progressivement dans le temps et ça va donc un jour ou l'autre générer bien sûr des lésions dites irréversibles, avec non pas un changement d'état, mais un changement de nature de la structure. La structure est cassée.
ça va automatiquement nous amener des douleurs spontanées. Alors bien sûr, en fonction de la structure qui est lésée, on va avoir différents types de douleurs. Je parlais bien sûr de l'arthrose, le genou. Voilà, c'est un exemple. Si on est sur une plaque d'athérome coronarienne, ça va être beaucoup plus qu'une douleur spontanée. Ça va être quelque part une douleur irréversible avec atteinte du myocarde et infarctus, avec ou non des conséquences très très graves, mais en tout cas, on va être au-delà d'une douleur type articulaire. Et automatiquement, cette douleur spontanée, cette rupture-usure de la structure va mettre le système à la fois local et aussi bien sûr périlocal en hypofonction. Il va falloir automatiquement faire moins, de sortir du rouge, se mettre un peu en hypostimulation, en hypofonction. Cette hypostimulation, cette hypofonction va entraîner des baisses dans les besoins énergétiques, des baisses dans les échanges liquidiens, des baisses dans les principes dynamiques, avec une augmentation de densité, de sensibilité, donc une diminution de la motilité et de la mobilité. On va non pas avoir un changement de nature, mais un changement d'état de la structure et un changement tissulaire de la structure. On n'est pas dans l'irréversibilité, on est encore dans la réversibilité, mais vous voyez que c'est un peu une sorte de cercle vicieux. À un moment ou à un autre, ce système est auto-entretenu, l'hypo entraîne de l'hypo, ça va fragiliser la structure et un hyper qui va s'exprimer sur une structure fragilisée va finir par venir l'user, voire la rupter, donc aller jusqu'à la rupture. Okay, donc voilà, on a comme ceci sur diverses structures des combinaisons entre l'hyperstimulation spatiale ou temporelle, l'hypostimulation qui est obligatoirement spatio-temporelle, et tout ça va imprégner notre organisme et créer à divers endroits des altérations tissulaires qui peuvent être bien sûr soit d'origine réversible, soit de nature réversible, soit au contraire bien sûr de nature totalement irréversible. Ok? Pas de questions, tout va bien pour le moment? Alors, on continue. Voilà, donc qu'est-ce que la lésion tissulaire? Ben voilà, je ne peux pas ne pas parler donc de monsieur docteur monsieur Jean-Claude Guimberteau, donc docteur chirurgien plasticien, que je vous recommande fortement de regarder. Vous avez des vidéos sur internet, donc qui s'appelle Voyage sous la peau, qui nous montre justement le rôle de ce fameux tissu conjonctif. Rôle conjonctif, donc mécanique, donc vasculaire, neurologique, immunologique et métabolique. Le docteur Guimberteau a fait de nombreuses expériences sous endoplastie, donc où il a permis donc il a mis en image donc les variations du tissu conjonctif à la stimulation mécanique de ce tissu. Il a fait ça sous endoscopie, sous anesthésie générale, et il montre bien, donc il n'y a pas du tout d'intervention, il n'y a pas d'effet placebo, puisque la personne est sous anesthésie générale, donc totalement endormie. Donc on ne peut pas parler effectivement de mise, le patient participe, c'est tout simplement des réflexes archaïques qui montrent bien l'interaction entre la stimulation mécanique de ce tissu et justement l'effet neurovégétatif, l'effet vasculaire et surtout les modifications liquidiennes et les modifications fibrillaires donc, qui interviennent au sein de ce tissu. On a donc une relation très étroite entre le système neurovégétatif et le tissu conjonctif. De par, bien sûr, tout simplement, notre gros système de régulation qu'est l'homéostasie. Donc, j'ai retrouvé effectivement dans un document de Sciences et Avenir, un texte sur l'interstitium. J'avais découvert le 80e organe du corps humain, donc l'interstitium. Sachez que cet interstitium, il y a longtemps qu'il a été découvert, mais il a été un petit peu mis aux oubliettes pendant de nombreuses années. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que justement, on reparle de plus en plus de ce tissu conjonctif. On en fait de plus en plus l'éloge. Et finalement, on commence tout doucement, depuis quelques années, à parler de plus en plus du système neurovégétatif.
et de son implication sur le tissu conjonctif. Notre métier est fort, justement, l'ostéopathie, hein, est fort impliqué dans ce système végétatif parce que, justement, nous avons un métier manuel. Et encore une fois, hein, Dr Guimberteau montre bien que l'interaction manuelle, l'action manuelle de l'ostéopathe crée donc dans ce tissu conjonctif, chez le patient, hein, des bouleversements neurovégétatifs et que ces bouleversements neurovégétatifs vont amener une modification de l'homéostasie. Nous ne guérissons absolument personne, mais au contraire, on fait en sorte que les patients s'auto-guérissent. Nous allons donc maintenant parler plus clairement donc, de ce système neurovégétatif et déjà en décrire les généralités. C'est un système à 3 étages. On va souvent considérer le système neurovégétatif comme complètement indépendant. Et en fait, on voit ici sur ce schéma, donc, qui est issu donc, des entretiens de l'Essonne et de l'ostéopathie le 22 octobre 1999 par Silver Pinto. Donc sur ce schéma, on voit très bien que, bien au contraire, nous n'avons pas 2 étages séparés avec le système interne qui était au départ décrit par surtout le système parasympathique et le système externe hein, qui est dit cérébrospinal avec la vie de relation et le muscle strié. On avait un petit peu séparé les 2 systèmes. Et finalement, on revient aujourd'hui avec un système un peu triphasé, un peu comme en électricité, où on a ici le système orthosympathique qui va quelque part créer une balance entre les deux, créer un lien entre les deux. Le système orthosympathique va véritablement être un système liant entre notre vie de relation et entre notre vie végétative. On considère aujourd'hui le système orthosympathique comme un liant des 2 systèmes. Il fait une balance, il fait un équilibre, il fait un liant entre la vie de relation et la vie végétative. Notre système neurovégétatif donc est composé de 2 systèmes. Un système somatique périphérique représenté par le myotome, le sclérotome, le dermatome, le neurotome, qui est uniquement orthosympathique. Je vais juste gommer le point de là. Voilà. Donc, uniquement orthosympathique. Et le système viscéral interne, angiotome et viscérotome, qui lui est parasympathique et orthosympathique. On voit bien qu'il n'y a absolument pas de parasympathique dans les membres. Le parasympathique n'est que interne, n'est que thorax, présent qu'au niveau du thorax et du crâne, mais absolument pas dans les membres. Par contre, l'orthosympathique, lui, il est partout. Du cuir chevelu jusqu'au petit orteil, nous retrouverons de l'orthosympathique. Donc, on va commencer par étudier le système neurovégétatif, l'orthosympathique, système somatique. Le système orthosympathique va être composé de 2 centres intranévraxiques, extranévraxiques, avec 2 neurones. La première neurone, appelée rameau communicant blanc, et la deuxième neurone, appelée bien sûr rameau communicant gris. Okay, on va donc avoir une synapse. Cette synapse, nous allons la retrouver dans ce qu'on appelle la chaîne latérovertébrale, qui va être le centre extranévraxique, donc du système orthosympathique somatique. Okay, donc on va retrouver 2 centres, systématiquement, vous verrez donc pour le système orthosympathique et le système parasympathique, on a obligatoirement 2 centres, toujours un centre intranévraxique, toujours un centre extranévraxique, et bien sûr, on va retrouver systématiquement 2 neurones. Donc, qui dit 2 neurones dit obligatoirement une synapse. En ce qui concerne donc le système orthosympathique somatique, ça va être donc la chaîne latérovertébrale. On va commencer par les centres intranévraxiques. Les centres intranévraxiques vont se situer entre les noyaux moteurs sensitifs de la corde antérieure de la moelle et les noyaux moteurs situés dans la corde antérieure de la moelle et les noyaux sensitifs situés dans la corde postérieure de la moelle. On va donc se situer dans la substance grise entre les 2 cordes. C'est donc une interneurone, quelque part, qui va faire le lien entre la sensibilité et la motricité.
Ça, c'est vraiment une notion importante de ce système orthosympathique périphérique, somatique, c'est qu'il crée le lien entre la sensibilité et la motricité. Il va donc aussi avoir quelque part un rôle de régulation vasculaire pour le système périphérique et il va avoir donc aussi un rôle de régulation donc dit de l'homéostasie. On va retrouver deux centres qui ont été décrits donc, dans la littérature. Le centre C3-C4, mais attention, pas dans toutes les littératures. Certaines littératures le décrivent, en particulier le Deribé, okay, mais dans la littérature actuelle, on a tendance à l'abandonner. Donc, il y aurait donc une zone intermédiaire lateralis aux alentours de C3-C4, avec comme fonction donc la vascularisation des muqueuses ORL. Par contre, toutes les littératures s'accordent à dire qu'on retrouve une zone intermédiaire lateralis en regard donc, en connexion avec les racines C8 et L2. Il n'y a bien sûr pas de centre orthosympathique au niveau du crâne. On ne retrouve pas de centre orthosympathique intracrânien. Au niveau des centres extranévrastiques somatiques, on va retrouver donc cette fameuse chaîne sympathique latérovertébrale dite cathénaire. Et la deuxième fibre, donc la deuxième neurone, à la sortie donc de ce centre extranévratique somatique, va être à but vasomoteur, pilorecteur et sudoripare. C'est-à-dire que l'orthosympathique somatique va tout simplement nous servir à gérer la vascularisation des muscles et des téguments, à assurer la piloérection contre le froid et bien sûr à assurer la transpiration, la sudation contre le chaud. On va donc avoir un système qui va nous protéger des variations climatiques, un système qui va quelque part nourrir nos téguments, tout simplement pour pallier à un éventuel étranger, une éventuelle agression de l'étranger, qui est une plaie, tout simplement. Dès l'instant où on va avoir une plaie cutanée, il va y avoir un système de cicatrisation, et ce système de cicatrisation va être mis quelque part au travail grâce au système neurovégétatif orthosympathique somatique. Et notre système vasomoteur va être bien sûr aussi dédié aux muscles, tout simplement pour la perfusion vasculaire du muscle, afin donc de nourrir le muscle pour mieux le faire fonctionner. On retrouve donc ici sur ce schéma les différentes zones, les différents centres intranévraxiques et extranévraxiques. On voit qu'on a entre C8 moelle et L2 moelle la zone intermidolateralis. Je n'ai pas représenté l'hypothétique zone C3-C4 à dédier orthosympathique parce qu'on ne la retrouve pas dans toutes les littératures, donc je m'en suis plutôt abstenu. Okay. J'ai conservé ce qu'on retrouve un peu dans toutes les littératures, cette fameuse zone C8-L2. Mais attention, entendons-nous bien, elle se situe entre C8 L2 moelle, c'est-à-dire entre les métamères C8 et les métamères L2. Mais il y a de l'orthosympathique dans tout le corps humain. Ça veut dire que là, on va retrouver, alors j'aurais dû mettre C2, pas C0, parce qu'il n'y a pas vraiment de métamère C2, mais on retrouve donc ici le métamère orthosympathique C2 jusqu'au métamère S3, S4 orthosympathique. Tout est représenté ici entre quelque part les deux charnières, okay, entre C7D1 os et D12L1 os. Okay. Donc, entre les deux charnières, nous retrouvons tout l'orthosympathique du corps humain. Il n'y a pas d'orthosympathique ici, donc à la fin de la moelle épinière. On verra plus tard que cette zone-là va être réservée au parasympathique. Et bien sûr, il n'y a pas également d'orthosympathique présent ici, tout en haut, au niveau donc des métamères cervicaux et également donc au niveau crânien. Alors là, ça peut porter un petit peu à confusion parce qu'on pourrait croire qu'il n'y a pas d'orthosympathique au niveau des métamères C2, C3, C4, C5, C6, C7.
et qu'il n'y aurait pas d'orthosympathique ici en bas, okay, au niveau donc des métamères de S1, de L3 jusqu'à S3, S4. Mais attention, je le répète bien, hein, ce centre intermédiolatéralis se situe géographiquement, si on peut appeler ça comme ça, entre le métamère C8 et le métamère L2. Mais à l'intérieur de ce centre, tout l'orthosympathique est représenté. Ce qui veut dire que la fibre C2, qui est la première fibre qui va sortir de cette zone intermédiolatéralis, va sortir ici tout en haut. Elle va traverser le ganglion cervical inférieur, remonter jusqu'au ganglion cervical supérieur, y faire relais pour ensuite aller vers la tête et le cou. La fibre C3, C4, pareil, vont sortir ici au niveau de C7T1, c'est-à-dire au niveau de la racine C8, vont ensuite transiter, faire donc traverser ce ganglion cervical inférieur, le ganglion stellaire, et elle faire relais ici dans le ganglion cervical moyen. Et tout le reste, C5, C6, C7, C8, toutes ces fibres, je ne les ai pas toutes représentées pour ne pas surcharger le schéma, vont sortir donc pareil, hein, de la charnière C7D1, hein, de la zone C7D1, faire relais ici dans le ganglion cervical inférieur, le ganglion stellaire, pour ensuite être destiné donc aux membres supérieurs et un peu une partie du tronc, avec bien sûr la racine C8. En conclusion, on a toutes les racines cervicales, okay, on a toutes les racines cervicales des métamères C8 à C2, de C2 à C8, qui sortent ici tout en haut, okay, de la zone intermédiolatéralis. Toutes les fibres, on va donc avoir 8 fibres qui vont sortir au niveau C7D1, et ensuite ces fibres vont venir se dispatcher. Les premières fibres vont traverser le ganglion cervical inférieur, le ganglion ici cervical inférieur, hein, donc vont ensuite transiter soit par le ganglion cervical moyen, soit vers relais ici dans le ganglion cervical sup, en fonction de la destinée. C2 sera véritablement un destiné tête et cou. C3, C4, plutôt le cou, bien sûr. Et ensuite, C5, C6, C7, C8, à destinée du plexus brachial et du membre supérieur. Donc, on va retrouver un contingent très important orthosympathique au niveau de C7D1. C'est pour ça que dans l'application thérapeutique, eh ben, C7D1 est une charnière importante, car une charnière très vascularisante. On parle souvent du complexe C7D1K1, hein, donc avec ce rapport justement ganglion stellaire, ce rapport très vascularisant de cette zone qui va à la fois gérer la microvascularisation de toute la tête, du cou et du membre supérieur. Okay. Ensuite, quand on va descendre dans les différents étages, on va avoir là des correspondances relativement horizontales, relativement parallèles. D1 va donner D1, okay, D2 va donner D2, D3 va donner D3, etc. Donc, à chaque sortie de rameau cliniquement blanc, ça va faire relais dans le ganglion correspondant pour ensuite aller dans le nerf périphérique. Donc, tout ce qui va être à destinée de la cage thoracique, des muscles intercostaux et des téguments, ben, ça va venir donc en provenance de ces rameaux cliniquement blancs. Et arrivé tout en bas de la moelle, tout en bas pardon, de la zone intermédiolatéralis, on va retrouver exactement le même processus qu'au niveau cervical. C'est-à-dire que au niveau donc de D10, D11 os, on va retrouver la fibre L1 qui va sortir donc à peu près donc entre D12 et L1. Okay, la fibre L1 va sortir, elle va faire relais dans le ganglion L1 à destinée donc du métamère L1. La fibre L2 va sortir également entre D12 et L1 et va faire relais dans le ganglion L2 et ensuite va rejoindre le nerf périphérique L2, enfin le métamère L2. La fibre L3 va sortir au même endroit, toujours entre D12 et L1, pour ensuite faire relais dans le ganglion L3, L4, L5, etc., jusqu'aux fibres sacrées. C'est-à-dire que toutes les fibres ici orthosympathiques
Je vais vous le dessiner, vous comprendrez un peu mieux. Voilà, comme ceci. Toutes les fibres ici orthosympathiques entre les métamères L2 et S4, S3, S4 vont sortir au même endroit pour ensuite faire relais dans les différents ganglions et rejoindre le métamère correspondant. OK? Ce qui veut dire qu'on va retrouver exactement le même processus qu'ici en haut. C'est-à-dire que toutes les fibres cervicales sortent au niveau C7D1. OK? Soit à destinée de la tête et du cou, soit à destinée du membre supérieur. Mais on retrouve ici, au niveau de C7D1, de nombreuses, toutes les fibres orthosympathiques des cervicales et le départ donc des fibres dorsales. Et au niveau D12L1, on va retrouver toutes les fibres orthosympathiques des contingents, donc L2 jusqu'au contingent sacré. Ce qui veut dire que ces deux charnières, C7D1 et D12L1, sont des charnières orthosympathiques à prévalence orthosympathique et à fort contingent orthosympathique, donc à fort contingent vasculaire. Quand on va aller dans les traitements, investiguer, traiter, normaliser les charnières C7D1 et D12L1, on va agir fortement sur la vascularisation. OK ? Donc ça va avoir automatiquement des implications thérapeutiques importantes, car il faudra toujours se poser la question, a-t-on besoin de vasculariser ou pas? Est-ce qu'on ne va pas trop dans la vascularisation? Il faudra bien sûr respecter un bon dosage dans la normalisation et surtout dans la qualité du thrust. Plus le thrust va être réflexe, plus le thrust va être véloce, plus il va être à haute vitesse, plus le réflexe va être important. Donc, plus derrière, on va avoir un orage vasculaire. Si on est sur des symptomatologies plutôt dites congestionnantes, okay, automatiquement, on va rajouter de la congestion à la congestion. Alors, attention dans la pratique à ne pas faire forcément une C7D1 trop tôt, une D12L1 trop tôt, sans avoir décongestionné au préalable. Car si on rajoute de la congestion à la congestion, automatiquement, on va plutôt accentuer l'inflammation plutôt que de la diminuer. Et ça peut avoir des effets négatifs et des effets indésirables. Donc, attention à ces deux charnières. Les charnières C7D1 et les charnières D12L1 sont des charnières très intéressantes dans la restauration de la vascularisation, mais encore une fois, prudence, car automatiquement, l'orthosympathique, comme vous le savez, c'est quelque chose qui est très caractériel, dont on a une maîtrise plutôt difficile et dont justement on ne maîtrise pas les effets indésirables. Et quand on va un peu trop dans l'orthosympathique, on s'aperçoit parfois que le patient va avoir une augmentation de l'inflammation qui va être bien sûr transitoire, mais il va quand même avoir cette augmentation d'inflammation qui peut bien sûr aller au-delà et durer bien plus que 48 heures. 48 heures, 72 heures sont des effets tout à fait normaux par rapport à la séance d'ostéopathie. Mais bien sûr, quand on est sur des effets qui vont durer plus d'une semaine, il y a à se poser la question, n'a-t-on pas fait trop d'ortho? Alors, on va effacer tout ça. Ça va? Pas de souci pour l'instant? Tout va bien pour tout le monde? C'est clair, c'est net? Pas de questions? On va continuer. On va donc voir maintenant le système neurovégétatif et justement l'interaction entre la corde postérieure et la corde antérieure et le couple réflexe myotatique. On a donc ici le faisceau neuromusculaire, la peau, les téguments. Okay. Notre réflexe orthosympathique va partir de là. Il va partir tout simplement de ce qu'on appelle un stretch réflexe. Quand on fait
une technique dite structurelle, eh ben, on agit sur la capsule, on agit sur les ligaments, on agit quelque part un peu sur aussi les faisceaux neuromusculaires, on agit sur les corps neurotendineux de Golgi. Alors là, quand j'ai dit attention, quand je parle de technique structurelle, je ne parle pas forcément uniquement de manipulation structurelle, ça peut être des techniques de crochetage, ça peut être des techniques de stretch réflexe sur le muscle, ça peut être aussi des techniques myo-détensives, ça peut être des techniques d'inhibition, donc là ça va être l'inverse, hein. On va tout simplement agir sur le faisceau neuromusculaire en inhibant le faisceau neuromusculaire pour calmer l'orthosympathique et ne pas avoir cet orage vasculaire qui peut être négatif, qui peut être hyper congestionnant. Okay, donc, quand on parle de technique structurelle, c'est une technique sur la structure conjonctive. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'entends. Ce n'est pas forcément une manipulation structurelle. Dans le cadre des techniques structurelles, il y a plusieurs types de techniques. Donc, dès l'instant où on va agir sur le tissu conjonctif, dès l'instant où on va agir ici sur le faisceau neuromusculaire qui est considéré comme le conjonctif du muscle, automatiquement, on va générer donc une impulsivité, une information nociceptive qui va arriver ici au niveau de la corne postérieure. Cette information va être bien sûr enregistrée, va être analysée au niveau de la substance grise. Il va y avoir tout un ensemble ici d'interneurones et ces interneurones vont provoquer ce qu'on appelle des réflexes archaïques. Elles vont provoquer un réflexe à la fois sur la fibre orthosympathique correspondante. On va donc avoir une hypervascularisation, on va avoir une sudation, hein, voire une piloérection. Il est très facilement prouvable et on arrive facilement à démontrer qu'une manipulation structurelle, là on va parler de manipulation, par exemple sur C2, hein, qui est un exemple assez marquant et assez flagrant, hein, provoque cet orage vasculaire. Le patient transpire, le patient a ensuite un peu cette piloérection, ce frisson, voilà, et automatiquement le patient rougit. On a rubor, calor, ok. On va même avoir, hein, ça fait un petit peu, enfin parfois un peu douloureux, mais plutôt style un bleu, hein, qu'on va retrouver. Tout simplement, c'est dû à cet orage vasculaire. Il y a l'effet dit orthosympathique. On a cet effet orthosympathique. C'est un petit peu ce qu'on recherche quand on fait de la technique structurelle, quand on fait de la manipulation structurelle, c'est ce côté orage vasculaire. Ce qui va nous, quelque part, hein, nous amener à nous dire que on va obtenir une modification du tissu conjonctif. Encore une fois, hein, n'hésitez pas à regarder les vidéos de Jean-Claude Quimberto, vous comprendrez que justement, cette main thérapeutique, cette main manipulative va générer cet orage vasculaire et cet orage vasculaire va avoir des modifications sur le tissu conjonctif lui-même. Il va y avoir une augmentation de la température, il va y avoir automatiquement une augmentation de l'hydratation. L'H2O lié va devenir H2O libre, il va donc y avoir même une transpiration au sein même du tissu conjonctif, ça va tout simplement en modifier son état. Le tissu conjonctif va être plus fluide, plus déformable, plus élastique. Il va de nouveau favoriser les échanges liquidiens, de nouveau jouer son rôle métabolique, de nouveau jouer son rôle également d'élimination et de régulation du pH. Il va donc retrouver tout simplement son état physiologique. L'orage vasculaire, la stimulation de l'orthosympathique permet une restauration des capacités physiologiques du tissu conjonctif. Bien sûr, il faudra mettre un bémol à tout ça dès l'instant où le tissu conjonctif n'est pas fibrosé et que le tissu conjonctif a des capacités de restauration. Voilà, ça c'est très subjectif par rapport au patient, c'est très subjectif par rapport à ses antécédents. S'il y a eu de lourds antécédents traumatiques, automatiquement nous allons retrouver des tissus conjonctifs qui sont altérés, fibrosés. Je pense aux cicatrices. Alors quand on voit bien sûr des cicatrices externes, il faut imaginer qu'à l'intérieur, c'est encore pire. On peut aussi bien sûr avoir des antécédents métaboliques qui sont importants, des perturbations métaboliques importantes et surtout des perturbations nutritionnelles et d'hygiène de vie. Le tissu conjonctif
va automatiquement être un tampon à notre hygiène de vie. Et vous savez très bien que l'excès de sucre, l'excès de gras, l'excès d'alcool, l'excès de tabac, les excès en général ont un effet négatif sur ce tissu conjonctif. On aura beau essayer de manipuler et d'obtenir cet orage vasculaire, cette restauration tissulaire ne pourra pas se faire dans des conditions optimales. On parle aussi, une notion importante, c'est ce fameux gate control. Qu'est-ce que la gate control? C'est tout simplement le contrôle des portes. La traduction anglaise, ça va être un petit peu ça. Ça va être ce contrôle des portes. Au niveau de la corne postérieure, on va aussi avoir donc ce qu'on appelle les faisceaux spinothalamiques. C'est-à-dire qu'on va avoir l'information qui va remonter ici au niveau des centres supérieurs. On va retrouver donc des connexions entre le métamère et les centres supérieurs. Et en fonction de la quantité de stimulation, soit ça va rester au niveau métamérique, c'est-à-dire que quelque part, la boucle réflexe ne montera pas au niveau des centres supérieurs, on n'aura pas conscience de cette boucle réflexe, soit au contraire, la stimulation électrique est plus ample, on va dépasser le seuil d'ouverture de la porte va s'ouvrir et on va donc avoir une prise de conscience, on va remonter des informations au niveau des centres supérieurs, donc allant vers le cerveau. Les fibres proprioceptives, les voies proprioceptives, en présence donc des récepteurs tactiles, s'ils sont stimulés de façon optimisée, ils vont automatiquement ouvrir la porte et avoir un effet un peu rétro-contrôle sur les voies nociceptives, par le biais de ces interneurones. Ce qui fait qu'on va avoir aussi une diminution de la douleur, quelque part, par la stimulation de ces fibres cutanées et par la stimulation donc, de ces fibres proprioceptives dites ligamentotendineuses. Donc, à la fois, on aura tout intérêt à utiliser ces techniques réflexes, quelles qu'elles soient, à la fois pour modifier l'état vasculaire des tissus, mais aussi, bien sûr, pour stimuler cette corne postérieure, provoquer l'ouverture du gate control et aller donc stimuler les voies de la proprioception qui vont inhiber automatiquement les voies de la nociception. C'est-à-dire qu'on va avoir un effet presque symptomatique instantané, donc un effet un peu, va améliorer la douleur de façon beaucoup plus rapide. Alors attention, bien sûr, ces techniques réflexes, ces techniques structurelles, ces techniques un peu de stimulation des voies proprioceptives ne font pas tout. Il faudra toujours aller chercher un... excusez-moi. Il faudra toujours aller stimuler et aller chercher un peu des causalités au problème, mais en tout cas, on aura un effet sur la douleur et on aura un effet quelque part assez rapide donc de la symptomatologie. Traiter la symptomatologie, c'est pas forcément traiter la causalité. Il faudra toujours, bien sûr, faire la part des choses entre le patient qui a l'impression d'aller mieux et celui qui va vraiment mieux. Nous allons ensuite étudier donc le système neurovégétatif orthosympathique dit viscéral. 7 chakras, 7 plexus. Évidemment, je vous ai remis ici ce petit schéma. Donc, avec la correspondance, on parle beaucoup des chakras donc, dans la médecine hindouiste. Et effectivement, les chakras existent vraiment. Ce sont ce qu'on appelle des plexus. Qu'est-ce qu'un plexus? On va le voir ensemble. C'est un magma neurologique, un enchevêtrement neurologique. Donc c'est un enchevêtrement neurologique qui va donc correspondre à différentes zones du corps. On va retrouver le plexus anal, le plexus génital, le plexus solaire, le plexus cardio-pulmonaire, le plexus thyroïdien, hypophysaire et épiphysaire. Et dans d'autres médecines, ils ont appelé ça autrement. Ils ont appelé ça des chakras pour la médecine hindoue. Mais voilà, c'est juste une question de langage.
est juste une question de vocabulaire, mais quelque part, dans de nombreuses médecines, avec différentes terminologies, on retrouve un petit peu ces magmas un peu neurologiques, ces concentrations neurologiques, hein, qui, bien sûr, hein, on a tous entendu parler du plexus solaire, le plexus du stress, hein, la zone du stress, la zone épigastrique, la boule au ventre, etc. Ben oui, on va voir un peu que effectivement, en anatomie, eh ben, ça existe vraiment. On va continuer. Voilà. Donc, on va donc maintenant voir les centres extranévrassiques, orthosympathiques viscéraux. Les centres intranévrassiques sont les mêmes. Hein. Les centres intranévrassiques, qu'ils soient somatiques ou viscéraux, ça reste le même centre. On va toujours être entre C8 et L2. Par contre, il n'y a que les centres extranévrassiques qui changent. Les centres extranévrassiques somatiques, on les a vus, c'était la chaîne caténaire, la chaîne latérovertébrale. Et les centres extranévrassiques, cette fois-ci viscéraux, c'est ce qu'on appelle la chaîne précaténaire, également préviscéraux, voire préaortiques. Ils sont, bien sûr, comme vous le comprenez, situés près des viscères. Leur rôle, ça va être de rassembler les fibres nerveuses, à la fois sympathiques et parasympathiques. Hein. C'est pour ça qu'on va parler de magma neurologique. Okay, il va y avoir un enchevêtrement neurologique au niveau de ces différents plexus. Ce sont donc des zones à fort contingent neurovégétatif. Ce sont des zones essentielles, ce sont des éléments anatomiques essentiels dans notre métabolisme et dans la gestion de l'homéostasie. Voilà, je vous ai mis ici un schéma représentatif, hein, donc avec les deux systèmes. On retrouve toujours ici notre centre dorsolombaire, C8L2, notre fameux centre intranévraxique, et nos deux systèmes, à la fois somatique tout en haut, notre système périphérique, et viscéral ici tout en bas. On a la première chaîne, la chaîne ganglionnaire ou latérovertébrale, okay, donc le ganglion latérovertébral ou chaîne latérovertébrale, ganglion pardon, latérovertébraux ou chaîne latérovertébrale. On voit qu'il y a une synapse qui s'effectue ici dans ce ganglion, mais que cette synapse n'est qu'à destinée périphérique. La fibre à destinée viscérale traverse la chaîne caténaire, c'est ce qu'on appelle le nerf splanchnique, fait relais dans le plexus viscéral. J'ai pris ici l'exemple du plexus solaire. On verra ensemble que le plexus solaire, c'est un ensemble de plexus, pour ensuite donc suivre le système vasculaire et se retrouver donc au niveau viscéral. Le système parasympathique, lui, ne fait pas relais dans le plexus solaire ou dans les plexus précaténaires, traverse ce plexus ou ces plexus et eux font directement relais dans le ganglion ici intramuros pour ensuite être à destinée donc du viscère. Pour résumer, dès l'instant où on va aller chercher des techniques, puisque l'intérêt c'est quand même de faire la relation avec l'ostéopathie, avec les techniques ostéopathiques, quand on va faire des techniques dites facétaires, techniques structurelles facétaires, on va plus avoir une influence sur le ganglion ici caténaire, la chaîne latérovertébrale. Donc, on va avoir plus une influence ici sur le système périphérique. Quand on va faire des techniques structurelles plus globales, je pense par exemple à une globale du bassin, je pense à une OAA, je pense à une D12L1, une technique D12L1, mais beaucoup plus en masse, beaucoup plus en globalité. Hein, alors, il y a deux approches possibles sur cette fameuse technique D12L1. On peut la faire de façon facétaire, un peu type Lambarol, ou on peut la faire de façon un peu plus globale, type DOG, hein, type compression de poitrine. On ne va pas s'intéresser que à la capsule facétaire, on va avoir un peu plus d'implication ligamentaire, un peu plus, là, s'intéresser à plusieurs capsules. On va aussi avoir une interaction sur la face postérieure du disque, sur le ligament jaune également.
qui sont innervés par ce qu'on appelle le nerf de Louchka, qui est un nerf orthosympathique. Et bien dans ces cas-là, on va avoir une imprégnation, une impaction orthosympathique qui va être beaucoup plus importante. Et là, on va rejoindre un petit peu, on va stimuler, si vous voulez, un peu plus les plexus. Alors bien sûr, D12-1, ça va être le plexus solaire. C7-D1, on va retrouver tout ce qui va être ici les plexus thyroïdiens et surtout le plexus cardio-pulmonaire. Quand on va parler de la globale du bassin, on va plutôt être donc sur les plexus génital et anal. Okay, donc, en fonction de la technique qu'on va utiliser, alors, encore une fois, hein, que ce soit les techniques dites de manipulation et aussi les techniques dites parfois de stretch réflexe, myo-détensive, etc., de crochetage manuel réflexe, toutes ces techniques-là, en fonction de l'intensité de ce thrust, en fonction également de la profondeur qu'on va mettre à notre stimulation, on aura soit une action sur le système périphérique, soit une action sur le système viscéral, voire quelque part un peu les deux, en fonction, encore une fois, de notre qualité gestuelle. Donc, la qualité gestuelle de notre réflexe va être quelque part à différentes destinées de structures, ce qui, quelque part, dans notre pratique, va nous permettre d'aller plutôt avoir une action sur telle structure périphérique ou plutôt avoir une action globale, viscérale, vasculaire, beaucoup plus généraliste. Encore une fois, en fonction de la symptomatologie, en fonction de l'anamnèse, en fonction du vécu, en fonction des antécédents, en fonction de l'état de stress du patient, on va pouvoir adapter notre traitement, adapter nos techniques, parce que le but ne sera pas le même. Si, par exemple, je dois aller traiter une entorse de cheville, eh ben, je vais peut-être faire en sorte d'aller chercher éventuellement le métamère L5-S1, mais plutôt à destiner vraiment métamérique L5-S1, à la destinée périphérique, ne pas forcément aller chercher un bouleversement vasculaire au niveau viscéral. Okay, déjà, commencer par gérer la cheville. Tout ça, c'est important parce qu'en fait, notre technique, le découlé de notre technique et la manière dont on va appliquer notre technique va avoir automatiquement une incidence sur les effets de la technique. Et il y a une considération importante à avoir, c'est qu'on ne traite pas le chronique comme on traite l'aigu. Okay, l'aigu, il faut éviter les grands bouleversements neurovégétatifs, car il y a une grande phrase de Jean-François Terramancy qui est de plus on est malade, moins on peut en supporter. Donc, ce qui veut dire que dans l'aigu, il va falloir plutôt rester sur des impactions locales, des destinées locales, des effets locaux. Okay, ne pas chercher les grands bouleversements vasculaires. Parce que plus on va bouleverser le système orthosympathique, plus on va bouleverser le système viscéral et plus on va chambouler le système vasculaire, plus le patient aura peut-être du mal à récupérer. Alors qu'à l'inverse, dans la chronicité, quand on est sur des états chroniques, des symptomatologies chroniques, on va chercher à vasculariser plus, à faire quelque part circuler les fluides, stimuler la circulation sanguine pour justement provoquer cette régénération. Mais quelque part, le patient, il va l'accepter parce qu'il est dans une certaine chronicité. J'ai tendance à dire que l'aigu doit quasiment aller mieux tout de suite. Et ensuite, on pourra évaluer son état chronique. Alors que le chronique, lui, c'est l'inverse. Il va aller mieux beaucoup plus tard. C'est pour ça que, généralement, on ne redonne pas de séance rapidement à un chronique, alors qu'on va plutôt donner une séance rapidement à un aigu. Alors, voilà, je vous ai remis les différents nerfs splanchniques ici, donc on retrouve les splanchniques thoraciques, les splanchniques lombaux, les splanchniques sacro, okay, avec les différents organes. On ne va pas tout revoir ensemble, ce n'est pas la peine. Vous faites les connexions, vous verrez sur le PDF que je vais vous communiquer, vous aurez tout. Okay, et je vous ai remis, bien sûr, derrière, voilà, la localisation avec ce fameux plexus solaire qui est un ensemble donc de plexus cœliaque,
aortico-rhénaux, mésentérique supérieur, etc. Okay. J'ai également fait quelques schémas intéressants donc, du Deribé, où on voit le magma, un peu le magma neurologique, hein, avec encore une fois hein, ce plexus et toutes les interactions neurologiques qui existent entre les différents ganglions. On voit également que les fibres accompagnent le système artériel, okay, jusqu'au viscère. Nous allons donc terminer par le système parasympathique. Donc, le système parasympathique, lui, est beaucoup plus simple quelque part, hein, puisqu'il est à destinée que viscérale, thoracique et crânien. Il n'y a pas de parasympathique dans les membres. On retrouve donc le centre, les systèmes parasympathiques, donc on retrouve donc les centres cérébraux, en particulier dans le tronc cérébral. Vous connaissez hein, les 4 nerfs donc, dits parasympathiques, hein, le 3, le 7 bis, le 9 et le 10. Ceux qui sont essentiellement à destinée crânien hein, sont le 3, le 7 bis et le 9. Donc, une explication du nerf vague. Le nerf vague, c'est le nerf pneumogastrique, vous le connaissez tous, 10e paire de nerfs crâniens, destinée bien sûr végétative, destinée également sensorimoteur du pharynx, et également le nerf de la phonation, c'est le nerf qui chante. Okay. On retrouve bien sûr ce parasympathique au niveau cardiaque, au niveau viscéral. Il est appelé vague car quelque part on ne sait pas vraiment où il se termine. Le parasympathique, c'est un peu un arbre inversé avec une arborisation très importante. Il va inonder tout l'abdomen et donc assurer la viscéromotricité hein, au niveau des organes. C'est lui qui va favoriser les sécrétions mucales, favoriser le péristaltisme et favoriser bien sûr l'ouverture des sphincters. Les centres maintenant intranévrastiques pelviens, donc ça c'est ce qu'on appelle le parasacré, donc qui va se situer entre métamères S2, S5, hein, c'est les nerfs érecteurs Descartes, okay, qui eux vont assurer quelque part le système viscéral, donc ce qu'on a vu avant, hein, la viscéromotricité, le péristaltisme, la sécrétion mucale et l'ouverture des sphincters, la dernière partie du côlon, et surtout bien sûr des organes génitaux internes et des organes génitaux externes. Petite représentation donc de ce système parasympathique avec le nerf vague donc, qui vient du tronc cérébral qui va assurer 80% du contingent parasympathique, okay, et bien sûr ici donc le parasympathique sacré avec les nerfs érecteurs Descartes pour les viscères génitaux. Je vous ai pareil remis une planche ici donc avec les différents organes correspondants. On voit ici hein, que le nerf vague c'est quasiment tout le système digestif et que le parasacré hein, va essentiellement être la dernière partie du côlon, le sigmoïde, le rectum et les organes génitaux. On retrouve, donc ça vous l'aurez dans le PDF, hein, donc on retrouve ici les différentes fonctions. Donc l'orthosympathique c'est plutôt l'adrénaline, le parasympathique l'acétylcholine. Donc on va plutôt avoir des effets inverses, bien sûr. L'orthosympathique qui va diminuer les sécrétions, l'orthosympathique qui va diminuer les sécrétions, le parasympathique qui va augmenter les sécrétions, l'ortho, le mydriase, le para, le myosis. Voilà, je vous ai remis ici, vous le relirez tranquillement, hein, tous les rôles hein, différents entre l'orthosympathique et le parasympathique. Au niveau du parasympathique crânien, ben, on va retrouver bien sûr le 3, 7 bis et le 9, avec le 3 qui va plutôt, donc le nerf 3 hein, qui vient du ganglion du noyau papillaire des Dinger-Westphal, qui va faire relais dans le ganglion nasociliaire. C'est vrai que le parasympathique est un petit peu particulier parce qu'il est inversé entre le crâne et l'abdomen. Au niveau du crâne, le parasympathique fait relais dans des ganglions qui sont indépendants des organes d'essence. Alors qu'au niveau viscéral, le parasympathique fait directement relais dans ce qu'on appelle les ganglions intramuros. C'est pour ça que quand on fait des techniques viscérales,
Si je reviens un petit peu à mon schéma d'ici, voilà. Donc, quand on fait du système viscéral, hein, on va plutôt avoir un effet parasympathique. Qui plus est, si on fait des techniques viscérales dites périphériques, c'est-à-dire le côlon. Tout ce qui est éloigné de l'aorte va plutôt avoir une imprégnation, une implication parasympathique. Alors que automatiquement, plus on va se rapprocher de l'aorte, et plus on va faire des techniques viscérales type pylore, type duodénum, type pancréas, okay, on va avoir plus une imprégnation ortho parce qu'on va se retrouver sur des ganglions préaortiques, plutôt là où on a des relais orthosympathiques. Alors qu'au niveau du crâne, c'est un petit peu l'inverse. Au niveau du crâne, on va retrouver donc des ganglions qui sont en dehors, quelque part, des organes d'essence. Il n'y a pas de relais directement dans les organes d'essence. L'orthosympathique ne fait pas relais dans le crâne puisqu'il l'a déjà fait dans le ganglion cervical supérieur, donc au niveau de C2. Donc au niveau crânien, on ne peut avoir que du parasympathique. Quels sont les ganglions sur lesquels on peut avoir une action? Nasociliaire, évidemment, oui, on peut avoir une action sur le ganglion nasociliaire, hein, avec au niveau de la suture, au niveau entre le frontal et le zygomatique, hein, donc sur le bord externe de l'œil. Bien sûr, le ptérygopalatin ou sphénopalatin, okay, le sous-mandibulaire et le ganglion otique avec le rapport avec l'ATM. Donc, dès l'instant où on va avoir une stimulation de ces ganglions, on aura plutôt une stimulation dite parasympathique. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va provoquer une sécrétion mucale, ça va provoquer le larmoiement, hein, et bien sûr, ça va provoquer tout ce qui est salice digestive, etc. Donc ça, c'est quand même intéressant d'un point de vue thérapeutique, car encore une fois, en fonction de la technique crânienne qu'on va utiliser, et en fonction de la localisation de notre technique crânienne, on va avoir plutôt une influence sur le parasympathique. Alors que si on veut stimuler l'orthosympathique, il faudra aller plutôt sur l'étage C2. Par exemple, sur une sinusite, il sera d'abord, bien sûr, intéressant d'aller drainer, décongestionner, donc plutôt stimuler la mucus, la sécrétion mucale, parce que les sécrétions de mucus vont nettoyer. La salive digestive nettoie, hein, puisque la salive digestive est aussi un élément immunologique. Hein. Donc, dès l'instant, on va commencer par des techniques intrabuccales, par exemple, au niveau crânien. On va plutôt avoir une stimulation du parasympathique. Donc, on va avoir un effet d'élimination, un effet de régénération, un effet de nettoyage. Okay, alors que si on va chercher une technique, par exemple, structurelle type C2, là, on va avoir un effet vascularisant, donc automatiquement un effet qui va renourrir le tissu et un effet aussi qui va jouer sur l'immunité, mais plutôt sur du long terme. Alors là aussi, hein, on est dans une prise de décision entre l'aigu et le chronique. Si on est en aigu, il sera préférable d'abord de nettoyer, régénérer et plutôt d'éliminer. Donc on va plutôt commencer par des techniques parasympathique, alors que si on est sur une certaine chronicité, il sera peut-être intéressant d'abord d'aller chercher l'ortho pour revasculariser et redynamiser le tissu avant d'aller sur sa régénération. En fait, cette interprétation de l'orthosympathique et du parasympathique, et surtout cette étude clinique de l'orthosympathique et du parasympathique, de l'aigu et du chronique, va quelque part avoir une influence sur nos traitements, pas forcément sur les techniques qu'on va faire, mais sur l'ordre des techniques qu'on va faire et par où on va commencer et par quoi on va commencer. Okay, c'est ça qui est important dans la thérapeutique. Comment envisager notre traitement? Le traitement ostéopathique n'est pas une succession de techniques, mais c'est clairement une stratégie. Moi, c'est comme ça que je le vois. On propose des techniques, mais quelque part, la mise en place des techniques et l'ordre qu'on va utiliser dans ces techniques va être complètement différent entre une symptomatologie plutôt parasympathique ou une symptomatologie plutôt orthosympathique, entre est-ce qu'on va être plutôt dans l'aigu ou plutôt être dans le chronique. Est-ce qu'on va être dans l'apaisement ou plutôt dans la stimulation. Je vous ai remis un schéma donc expliquant le système parasympathique et orthosympathique de tout le crâne avec les différents relais. Hein. On voit bien ici les relais donc parasympathiques, hein, donc au niveau du ganglion nasociliaire, ptérygopalatin,
ganglion optique, ganglion submandibulaire, et l'orthosympathique qui a déjà fait son relais et qui, lui, va cheminer à travers différentes structures vasculaires, différentes artères du système crânien, et qui, lui, ne va pas faire relais dans ces ganglions, va transiter et aller directement aux organes d'essence. On terminera, donc on n'en a plus pour très longtemps, on terminera donc sur les correspondances métamériques. Alors, je ne vais pas toutes les décrire, mais je vous ai fait des tableaux récapitulatifs. Okay. Ce tableau donc va nous montrer les différentes correspondances entre l'orthosympathique, le parasympathique, ce qui est la motricité striée, la sensibilité, myotome et sclérotome. Donc on voit comme ceci les correspondances. Voilà, avec ici l'innervation sensitive, l'innervation de la cavité buccale, le plexus brachial, et le tableau un peu généraliste, pareil, ici les correspondances orthosympathiques, les correspondances parasympathiques, le grand dorsal, on va retrouver par exemple ici le myotome avec grand dorsal, les lombricaux, etc., et les différentes innervations. Par exemple, vous voyez que myocarde, c'est C7D1, C7D1, c'est également grand dorsal, au niveau du sclérotome, on retrouve également médiastin, péricarde, ligament phréno-péricardique et la plaie. Voilà. Donc ça, je vous le donnerai bien sûr. On retrouve ici le bas du tableau avec les organes génitaux et ici donc les dermatomes. Quelque part, ces différentes correspondances, voilà, il faut presque les avoir un peu sous forme de plaques, de plaquettes, et on va voyager comme ça entre ces différentes correspondances pour tout simplement retrouver les liens entre dermatome, myotome, sclérotome, angiotome, viscérotome et neurotome. Toute symptomatologie doit nous faire penser à où est le métamère. Et une fois qu'on a retrouvé le métamère de la symptomatologie, essayer d'en identifier où sont, quel est le myotome, quel est le dermatome, quel est l'angiotome, quel est le viscérotome, quel est le neurotome, etc. D'avoir une vision finalement très variable de régulation interne avec cette vision mécaneurovasculaire qui nous permet comme ça d'identifier les différents liens entre les structures et d'avoir une amélioration dans notre prise en charge de la symptomatologie et surtout une amélioration dans notre stratégie thérapeutique. Alors bien sûr, cela ne suffit pas. Il faut ne pas négliger bien sûr les variables de régulation extrasystémiques, le métabolisme, tout ce qui va être la nutrition, bien sûr le psychisme, l'axe crânio-sacré, la dure-mère, voilà, le liquide céphalo-rachidien, etc. vont en faire partie, vont s'additionner, mais il est important de comprendre dans quel type de symptomatologie je vais plutôt avoir une relation et un cheminement et une stratégie variable de régulation interne ou à l'inverse, un cheminement et une stratégie variable de régulation externe. Encore une fois, le seul but, c'est d'augmenter la variable d'état, d'augmenter nos capacités, d'optimiser notre patient pour qu'il puisse mieux faire face à la vie. Voilà, on en a terminé donc pour cette première conférence ostéostructure sur le système neurovégétatif. J'espère que ça vous a plu. Je vous mets en lien ici mon mail, voilà, que je vous transfère à tous. Voilà, je pense que tout le monde l'a reçu. Donc, je vous remets mon mail. Vous pouvez m'écrire sur mon mail et je vous enverrai donc le PDF correspondant à cet exposé. Je pourrai aussi, bien sûr, répondre à vos questions. Il n'y a aucun souci, c'est fait pour ça. Donc, vous m'envoyez un mail. Vous avez des questions, eh ben, je répondrai à vos questions. Vous pouvez même me mettre votre numéro de téléphone. Je peux vous appeler et répondre à toutes les questions par rapport à ce petit exposé. Bientôt suivra la deuxième conférence donc Zoom Ostéostructure sur les charnières et la chaîne montante. Donc d'ici une petite quinzaine de jours. Donc en même temps, c'est pareil. Si vous avez un mail, ça permettra de mieux vous inviter, de vous envoyer
un email. La prochaine conférence, donc, ça sera les charnières dans la chaîne montante, où je vous expliquerai justement, on reviendra un peu sur ces systèmes neurovégétatifs et je vous expliquerai l'interaction donc des charnières avec le système proprioceptif, avec le système neurovégétatif et l'aspect chaîne montante, chaîne descendante. Merci à tous de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne soirée. Envoyez-moi votre adresse mail et dès demain, vous aurez le PDF. Merci à tous. Au revoir.